Donc maintenant, je vais ouvrir notre première session de travail avec l'accueil et le plaisir de recevoir Monsieur Lecause, Madame Claire Fourcade, Monsieur Olivier de Marjorie et moi-même. Vous direz si vous en avez marre de me voir. Hein. Voilà. Et donc, je les invite à venir s'installer sur les chaises pour travailler sur eh bien, vous voyez, les modifications du cadre législatif, la stratégie décennale, le cadre nouveau. Est-ce une rupture anthropologique? Nous allons avoir l'occasion d'en débattre tous les quatre. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne session de travail. Voilà, alors, pas beaucoup de mots pour commencer, il y en a déjà eu beaucoup et on va s'appuyer sur ce qui a déjà été dit et je peux vraiment remercier les personnes qui se sont exprimées parce que vous avez déjà éclairé une partie de ce que l'on va continuer à faire. Il y a ici un titre qui est très joli, Modification du cadre législatif, stratégie décennale, déjà il y a eu 2-3 mots dessus, cadre nouveau, rupture anthropologique et interrogation des associations. Et c'est vrai que ça va être le premier thème de ce temps, qui va être à peu près jusqu'à 9h20, en fait, 10h20, pardon, pas du tout, à peu près, très précisément jusqu'à 10h20. Nous n'irons pas plus loin que 10h20 pour prendre le bon timing tout le temps. Le titre général de notre congrès, c'est les associations d'accompagnement et l'évolution des lois sur la fin de vie. Ce titre est plus global et c'est ce sur quoi on va essayer de réfléchir. Ça a été commencé hier en réfléchissant à voix haute. On va continuer à réfléchir à voix haute. Le centre de notre réflexion, c'est d'être un cran plus loin dans notre réflexion collective tous ensemble sur cette question. Ce n'est pas de déboucher sur des conclusions définitives, c'est plutôt de cet approfondissement que l'on va faire ensemble. Et de ce point de vue-là, je voudrais commencer moi aussi par remercier. Et là, je vais m'adresser directement à toutes les associations qui sont venues. Bravo d'être venus jusqu'ici, d'être venus pour 3 jours. Ça nous permet d'être ensemble et c'est extrêmement précieux dans cette réflexion collective. Alors, le temps que nous allons avoir maintenant, il va être en deux temps. Il va y avoir 2 apports qui vont être faits et suivis de 2 commentaires sur le côté, si je peux dire. Les 2 apports vont être faits par moi-même, d'une part, et par Dominique Sema, pour, au fond, redire rapidement ce qui paraît le plus important dans le cadre législatif qui peut changer et sur la stratégie décennale. Et après, Dominique Sema pourra rapporter ce que les associations qui ont fait une réflexion préparatoire avant de venir ici ont pu remonter comme questions, préoccupations ou idées. Et c'est à partir de ces 2 apports qu'on essaiera de ne pas faire trop long, que ça sera à Claire Fourcade, que je remercie beaucoup d'être là, présidente effectivement de l'ASFAP d'une part, et à Pierre Lecause, philosophe un peu centré sur les questions plus particulièrement médicales, ce qui tombe bien vu le sujet, d'apporter des commentaires et puis on aura un petit peu de temps après tous les 4 pour faire un peu de discussion éventuellement entre nous. Elle n'ira pas au-delà de 10h20 parce qu'à 10h20 nous vous expliquerons comment se poursuivront les travaux et là je vous demanderai toute votre attention et j'en profite pour inaugurer un tout petit objet. Il est dit tout doucement là, mais vous verrez qu'il aura son utilité tout à l'heure dans nos échanges et dans nos débats pour rester sur une pendule qui nous permet de donner autant de temps à tous les sujets. Pour rentrer assez rapidement, en quelques mots, parce que je ne vais pas vous résumer tout le projet de loi, vous le connaissez peut-être plus ou moins bien, il était accessible dans les documents que l'équipe des Hautes-Alpes a mis à notre disposition sur le site. Je voudrais dire au fond 2-3 idées. D'une part, c'est que dans ce projet de loi, il y a l'idée qu'une catégorie de personnes très strictement définie puisse accéder à soit un suicide assisté, soit éventuellement à une euthanasie. Les mots ne sont pas dits comme ça, les mots sont présentés sous la forme d'une aide à mourir, mais quand on regarde le détail, cette aide à mourir se déploie par ces 2 dispositifs, même s'il y a une préférence centrale pour le suicide assisté ou une dépénalisation de l'assistance au suicide.
il est important de retenir que dans les critères qui permettent d'avoir accès à ces dispositions, si elles sont effectivement votées, le plus important est de dire c'est réservé à des personnes qui auraient des maladies incurables, avec des souffrances réfractaires qu'on ne peut pas soigner ou qu'elles ne peuvent pas supporter, et qui sont avec un pronostic de fin de vie qui est d'un moyen terme, ce qui est une durée non définie et qui est évidemment très très long, qui est un saut considérable. Et par rapport à ça, après, il y a la possibilité de, j'allais dire, bénéficier d'une forme de solution qui est prise en charge par le système sanitaire, qui implique beaucoup les médecins et qui permet qu'il y ait une sorte de réponse par la société à ceci. En tant que tel, je pense, je l'ai déjà dit hier, que c'est une rupture considérable par rapport aux éléments qui existent dans les lois précédentes sur les droits des malades et les nouveaux droits des malades, parce que c'est une véritable rupture, parce qu'il y a, je l'avais dit dans ces termes, je crois que ça reste juste, la reconnaissance d'une légitimité à mettre fin à son existence avant que la maladie ne nous tue, et d'autre part que la société a bien une responsabilité de donner une réponse à cette demande. Ceci est peut-être une rupture. Il y a le mot anthropologique, il a souvent été utilisé dans les débats. Je ne sais pas si c'est un mot si clair. En tout cas, c'est sûrement une rupture culturelle extrêmement profonde dans nos façons de réfléchir à cette question. Pour ajouter peut-être 2 mots sur la stratégie décennale dont il a été développé quelques mots. C'est la partie politique, si je reprends les mots de Régis Aubrière, c'est la partie politique publique qui doit accompagner le côté plus loi, avec l'idée d'un grand volontarisme très centré sur le développement des soins palliatifs qui se trouve dans le cadre de la stratégie décennale appelée des soins d'accompagnement. Et il y a un changement à travers ces mots qui n'est pas qu'une histoire de mots. J'en retire peut-être 2-3 mesures qui me paraissent intéressantes pour nos échanges. Il y a dedans l'idée que les personnes qui seraient confrontées à des situations de fin de vie comme celles qu'on a dit dans les critères pourront bénéficier d'un plan individualisé d'accompagnement sur leur fin d'existence qui se profile. Cette disposition, aujourd'hui, elle n'est encore dite qu'en des termes généraux, relativement théoriques, mais c'est là aussi quelque chose qui n'existe pas du tout. Et peut-être qu'on peut le comprendre comme étant, et ça reprend la discussion d'hier sur les directives anticipées, non pas des directives anticipées que j'aurais écrites et qui resteraient valables au cas où je ne pourrais plus porter moi-même ce que j'ai à dire, mais c'est quelque chose qui serait plutôt des formes de discussion anticipée et continue entre une personne qui est dans cette situation et, on va dire, un soignant, un médecin ou des responsables de ces questions-là et qui peuvent exister sur le territoire. Et donc c'est peut-être une mesure, il est tôt pour savoir exactement la tournure qu'elle va prendre, mais qui peut venir modifier pas mal les choses pour les personnes dans cette catégorie ou dans cette situation de vie. Une deuxième chose qui va aussi avec la stratégie décennale, qui veut dire quelque part, stratégie décennale, si je devais trouver un substantif pour ce mot, je dirais c'est un double plan de développement des soins palliatifs. Je le dis comme ça parce qu'il faut un peu de volontarisme politique pour être tout à fait convaincu aujourd'hui que le contenu d'une stratégie sur 10 ans sera effectivement et plus fort, plus puissant, plus sûrement mis en œuvre que des plans de développement des soins palliatifs dont il y a déjà eu 5 et qui ont fait faire des progrès évidents, mais qui n'ont chacun, les uns derrière les autres, pas atteint tous les objectifs qu'ils voulaient. Donc c'est sûr que quand on dit on va avoir une stratégie sur 10 ans, ça peut être plus puissant. Faut-il encore que ce soit financé, que ce soit continu et que le cap ne varie pas. Ça, c'est la partie qui est devant nous, c'est la partie politique publique. Il y a dedans deux choses à souligner. D'une part, il y a l'idée qu'il y ait une cible qui soit le doublement des bénévoles à 10 ans. C'est-à-dire doubler le stock de bénévoles qui aujourd'hui existe. C'est une cible ambitieuse parce qu'elle engage des moyens et puis elle engage une réponse de la société civile que nous sommes pour qu'il y ait aussi des candidats bénévoles pour être formés, comme on le sait, et qu'il y en ait 2 fois plus dans 10 ans. Ça nous concerne directement, ça ne manque pas d'ambition. Il y a après des détails qui demanderont à être vus. Une dernière chose que la stratégie décennale accentue, c'est un mouvement qu'on trouve déjà dans le cadre du ministère de la Santé, qui est l'idée de dire qu'il va y avoir une sorte d'intensification et de territorialisation, ouf, j'ai réussi à le dire, ce mot n'est pas simple,
amplification et territorialisation de l'animation et du développement des soins palliatifs en général et de tous les acteurs qui contribuent à, on va dire, le fait de pouvoir apporter les soins aux personnes qui le méritent en quantité, en qualité, partout. Et dans ce qui a été dit par les deux représentants qui nous ont précédés, il y a bien des engagements très précis qui se travaillent, qui se préparent sur le territoire des Hautes-Alpes. Très bien. Je le souligne et je n'irai pas plus loin pour dire que ceci peut avoir des conséquences pour les associations d'accompagnement du département, des départements d'à côté, des territoires sur lesquels nous sommes, qui devront vraisemblablement demain être plus en lien, plus en liaison avec et tous les acteurs de soins sur un territoire, et l'ARS par exemple, etc., pour faire partie des ressources qui sont mobilisées sur un territoire pour mettre en œuvre une stratégie décennale pendant 10 ans durant. Voilà. Ces éléments-là, finalement, sont assez directement en lien avec nos associations d'accompagnement, qu'elles soient ici des Hautes-Alpes, qu'elles soient des départements d'à côté ou qu'elles soient pas de Jalmal, mais voisines. Voilà, c'est ça que je voulais dire avant de passer la parole à Dominique Sema, qui va pouvoir faire le retour de ce que nos associations qui ont bien voulu travailler sur ces sujets avant de venir se réunir ici, et je les en remercie parce que c'est un travail qui est toujours difficile à mener en association. Voilà, c'est le retour de ce qu'elles ont pu avoir comme questions, interrogations. Merci Dominique de nous en faire part. Ça sera le deuxième élément introductif et après, ça sera les commentaires de Claire Fourcade et de Pierre Lecause. Eh bien, merci Olivier. Alors, juste avant de vous donner le retour, je voulais quand même enfoncer un peu le clou de ce que dit Olivier au regard du doublement des bénévoles. Alors, moi, je suis d'un caractère optimiste, envers et contre tout, peut-être même plus que Régis Aubry pour d'autres raisons. Mais au vu de la quantité de cheveux blancs, avec tous mes respects que je dois à la salle, je me dis, il y a du boulot à faire. Et c'est vrai que, et là, c'est une voix que j'envoie donc aux institutionnels, à nos élus, il va falloir vraiment qu'on travaille avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec tous ces gens, pour que réellement, demain, la culture du soin palliatif et la culture du bénévolat d'accompagnement pénètrent un peu plus dans la société. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien difficile. Et on peut le voir, vous le savez bien, tous les jours, la quête de futurs bénévoles, c'est quand même une quête incessante. Deuxième point, c'est vrai que pour les Hautes-Alpes, je crois qu'on est bien parti malgré tout, parce qu'il y a une collaboration qui s'est établie avec l'ARS. Eh bien, ça coûte des sous, tout ça. Et si l'on en croit les perspectives peu joyeuses du soutien, de la formation des bénévoles, là, je suis moins optimiste, par exemple. Parce qu'on nous promet, dès 2026, une diminution de 20% du budget global pour la prise en charge de formation, en formation initiale, de tous les bénévoles d'accompagnement. Alors, c'est un petit peu paradoxal, si je comprends. Hein. D'un côté, on dit, oui, il faut doubler les effectifs de bénévoles, et d'un autre côté, on commence à réduire le robinet qui va permettre de le recruter. Cherchez l'erreur. Mais voilà, c'était quand même deux choses que je voulais dire. Alors, chez nous, dans le département, vous l'aurez compris, on est plutôt dans une perspective très positive et c'est formidable. Voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire. Et maintenant, effectivement, on va passer un petit peu au compte-rendu du questionnaire que nous avons envoyé, comme le disait Olivier, sur l'enquête que nous avons proposée. Et on va avoir une vision des résultats des 6 questions qui avaient été posées. En attendant que... Voilà. Alors, je les lis peut-être pour Pierre. On avait donc demandé bénévole d'accompagnement. Quelles conséquences sur nos accompagnements ? Présence et écoute auprès de celui qui programme une interruption de sa vie. Alors, paf ! Comment recevoir une demande d'accompagnement jusqu'au bout de la route, voire au geste final, de celui qui se suicide ? Et troisième question, est-ce notre vocation, en tant que bénévole d'une association Jalmalve,
ou cela devient-il un accompagnement de proximité, voire d'amitié? Donc, voilà un petit peu le résultat de questionnaire qui a été envoyé. Et je veux bien aussi, pour me soutenir, avoir la présence à mes côtés de Françoise, qui a été aussi, et peut-être même le principal artisan de ce que vous allez voir maintenant. Et alors donc, vous voyez que quand même sur la présence de l'écoute, il y a quand même une grande majorité, quand on prend les deux questions, l'écoute identique, et puis respecter les conditions de la personne, ne pas influencer son choix, on a quand même en tout 70%. Ouf! Ouf! Mais bravo! Parce qu'effectivement, l'inverse aurait été vraiment dommage. On s'est dit, mais alors c'est complètement planté au niveau de la formation, etc. Donc on s'aperçoit quand même que le noyau dur est bien rentré et qu'effectivement, fondamentalement, nous sommes des bénévoles d'écoute. Et moi, c'est ma petite touche personnelle, quelle que soit la personne qui nous accueille et qui accepte d'être en vis-à-vis de nous et de passer un petit moment. Mais malgré tout, nous avons ensuite quand même des gens qui se posent... Y a-t-il pas pour moi-même un enjeu de valeur fondamentale pour des raisons de conviction spirituelle, d'autres convictions culturelles, et de dire, ben, moi, je suis vraiment coincé avec cette proposition-là. Je suis vraiment tiraillé. Et puis ensuite, il y a des gens qui ont botté en touche, mais ce n'est pas forcément botté en touche, hein, c'est même très sage de se dire, ben oui, moi, finalement, je passe le relais parce que là, je suis un peu paumé. Hein? Allô, pardon. Oui, je suis un peu perdu, ou c'est pas de mon ressort. Et c'est très bien de se dire, il y a toujours possibilité de dire stop et je passe le relais à quelqu'un d'autre. Voilà. Pas s'enferrer dans quelque chose. Voilà. Et puis, je n'ai pas de commentaire à dire autre. Inquiétude par rapport au décalage entre les valeurs personnelles et associatives. Là, ça nous rappelle le travail que nous faisons en ce moment, à savoir, on est en train, tous ensemble, de revisiter nos fondements associatifs. Et est-ce que ces fondements vont être en accord avec ce que la loi va nous dire de faire, ou comment la loi va nous accompagner là-dedans? Et ensuite, une petite partie se dit, mais oui, mais quid des soignants qui sont d'abord au premier rang? Alors, dans certaines associations, dans certains hôpitaux, les bénévoles d'accompagnement font partie de l'équipe et sont invités aux réunions, ce qu'on appelle le staff, hein, et ils ont leur mot à dire. Et donc, à ce titre-là, ils sont intégrés dans l'équipe. Nous, à Jalmal 05, on a tendance à dire qu'effectivement, le bénévole d'accompagnement fait partie de l'équipe soignante. C'est la 15e, la 17e roue de la charrette, mais quand même, des fois, elle revient à être peut-être en 2e, 3e position. Régis, hier soir, l'a dit très bien, l'écoute, finalement, c'est peut-être le meilleur soin qui soit. Alors, et là, on a toute notre place. Voilà donc, Françoise va... Pardon. Vous entendez là? Oui. Ce que les associations nous ont renvoyé, c'est aussi comment on peut être bénévole d'écoute auprès des soignants. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui est vraiment ressorti dans plusieurs questionnaires qui nous ont été renvoyés. Voilà, on va demander à Manu. Oui, c'est vrai que c'est autre chose. Alors, donc, deuxième... Alors là, je laisse... Vas-y. Bon, bah écoutez, là c'est pareil, c'est un petit peu la même chose. On retrouve quand même une grande majorité de bénévoles qui disent, ben nous, on est présents, on est à l'écoute, hein, et voilà. Et puis, bon, il y a des gens qui se trouvent aussi un petit peu gênés d'être au bout de la route avec la personne qui leur est demandé. Et alors, quant au geste final, effectivement, là, je pense qu'il y a quand même une grande discussion à avoir, à savoir que si nous sommes des bénévoles d'accompagnement, on ne peut pas être des bénévoles qui accomplissons un acte, quel qu'il soit. Mais il faut se préparer, puisque la nouvelle loi laisse entendre que la future personne
eh ben, elle peut demander à ce que ce soit le bénévole qui pousse la seringue. Voilà. Donc ça, voilà. Et puis, vous voyez qu'on est toujours dans cette idée de passer le relais à un moment donné, et puis de ne pas rentrer donc, oui, effectivement, dans l'accompagnement de service, mais on est réellement vraiment toujours à l'écoute. Voilà. Voilà, donc écoutez, là c'est assez clair aussi, hein, il n'y a pas de... nous on dit, on n'est pas des amis, hein, on est des accompagnants, donc ça représente quand même 5%. Hein. Il faut faire attention effectivement au glissement émotionnel, et surtout... Le risque de glissement émotionnel. Eh bien, c'est-à-dire que lorsqu'on est bénévole d'accompagnement à domicile, la position du bénévole peut prendre la forme d'un accompagnement amical, voire même plus. Il y a un engagement finalement du bénévole avec la personne accompagnée qui va dépasser la fonction première. Et à ce moment-là, la charge émotionnelle peut être trop importante. C'est pour ça qu'il y a des dispositions spécifiques, vous les connaissez toutes, hein, sur la formation et sur l'accompagnement à domicile. Il faut être en binôme, il faut alterner, etc., etc. Voilà. Et 30% des personnes disent, oui, l'association est un garde-fou. Et ça, c'est un message envoyé à la Fédé, mais à tous les responsables associatifs, à savoir, est-ce que nos formations, aujourd'hui, pour beaucoup je le pense, mais est-ce que nos formations permettent ce garde-fou? Voilà. Alors, ensuite, il y avait des questions qui étaient posées, donc je les laisse découvrir. Ouais, et puis... Donc, on verra. Voilà. Vas-y. Non. Ah. Donc... Oui, pardon. Oh là là. Voilà. Vous voyez que là, effectivement, Manu nous souligne, mais il a raison, c'est vrai. Les deux, comment continuer à promouvoir le soin et la culture palliative, ça devrait même être, dans le questionnaire, ça aurait dû faire les 100%. Mais quand même, on serait attrapé par la nécessité de connaître la loi. Donc là, ça veut dire aussi, attention, ding, ding, ding. D'abord, une très bonne connaissance sur la loi, et là, on rejoint les 36%. Hein. Et ce gros paquet, quand on l'aura bien ficelé, on aura des bénévoles bien droits dans leur basket, hein, bien droits dans leurs bottes, et on pourra effectivement répondre à toutes ces questions d'information sur les nouvelles lois qui vont arriver. Ensuite, c'est une évidence qui a été notée et qui demande un travail plus important et plus approfondi de toutes nos structures, à savoir, c'est le travail vers la cité. C'est pour ça que le bénévole de cité a une place très très importante dans notre bénévolat. C'est sûr que le bénévole, le phare du bénévolat, c'est l'accompagnement en structure de soins palliatifs. Mais le bénévole de cité, il est très très important. Et on le voit ici, là, il devrait avoir une part même plus importante. Et puis voilà, hein, anticiper l'évolution des ateliers demande à mourir et personne de confiance, voilà. On l'a vu aussi hier, peut-être plus dans la personne de confiance, c'est vrai, que dans les directives anticipées. Mais ça, c'est un débat qu'on va falloir retravailler tous ensemble. Alors, comment amorcer le dialogue interne Bon, écoutez, tout ça, c'est relativement heureux comme résultat, bien entendu. Hein. Mais c'est un petit peu un clin d'œil à tous les présidents d'assaut d'ici. Hein. Il va falloir qu'on se mette au boulot sur réorganiser ou organiser des groupes de réflexion. J'insiste sur le fait que ces groupes de réflexion, il y a un très gros travail et une formation continue qui se passe dans les groupes de parole.
ça sert à ça aussi. Le groupe de parole, hein, je crois que vous l'avez tous et toutes expérimenté, à savoir, donc, d'abord, bien sûr, partager ses soucis, mais aussi avoir des informations, notamment sur cette nouvelle prise en charge. Voilà. Et puis, tout ça se fait, bien sûr, dans l'esprit jalmalvien, dans l'esprit agaposénien, comme vous le savez maintenant. Ensuite, notre triptyque. Que va devenir notre triptyque? Tic-tic. Bon, ben voilà. Hein. Ce qui est ressorti très nettement, effectivement, c'est, et heureusement, c'est retravailler sur le respect de la vie. Et plus nous saurons et nous aurons sondé ce que signifie le respect de la vie pour nous, pour les autres, peut-être que là, on aura quelque chose de fort à opposer ou de montrer à la société et notamment à l'Assemblée nationale, de se dire, ben, vous voyez, le respect de la vie, c'est peut-être un peu différent que de proposer à quelqu'un de se supprimer comme ça. Et puis, que va devenir le cycle Jalmal? Eh ben, ça, c'est une interrogation, mais moi, je pense qu'il n'y en a pas à avoir. Hein. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Et puis, voilà. Et ce qui est sorti de tout ça, les pistes donc, sur lesquelles on propose, enfin, c'est vous qui l'avez proposé, hein, c'est une formation des bénévoles sur de nouveaux dispositifs législatifs, ça, c'était très, très fort. Hein. Donc, vraiment, des formations au rasoir là-dessus. Trouver peut-être des nouvelles formules pour travailler encore l'écoute. Il n'y a pas que Carl Rogers dans la vie. Enfin bon, c'est quand même un... Il y a Françoise qui m'engueule. Non, mais c'est vrai que... Il est quand même pas mal, hein, il est quand même pas mal. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres pistes à voir. Moi, je n'ai pas tout lu, mais bon, quand même, je dis, il y a peut-être d'autres choses à trouver sur la formation à l'écoute. Voilà, Françoise a dit. Ricoeur. Voilà, Ricoeur, par exemple, et d'autres. Peut-être que Pierre pourra nous dire, et Claire aussi pourra nous aider là-dedans. Et puis ensuite, ça a été évoqué, et c'est une bonne chose, se dire, ben, les bénévoles qui ont été confrontés à ces choses un peu dures, bon ben, peut-être créer des groupes de parole spécifiques. Pourquoi pas. Et puis voilà, retravailler le fonction de bénévole. Voilà, dans la redéfinition du rôle de bénévole d'accompagnement, ce qui était évoqué, c'était beaucoup, on n'a pas envie de devenir des bénévoles spécifiques de l'accompagnement des gens qui demandent le suicide. On veut aussi avoir une autre étiquette que ça. Et il y a vraiment beaucoup d'associations qui nous ont renvoyé ça. On ne veut pas être catégorisé. Voilà, et donc on peut remercier donc, toutes les associations qui ont répondu déjà au questionnaire, en sachant que les autres n'ont pas eu le temps, ou certaines même sont venues me dire qu'elles n'avaient pas reçu. Alors on s'excuse auprès de ces associations, les documents qui leur permettaient de faire ce travail préparatoire. De toute façon, on va les continuer aujourd'hui, donc, mais déjà que toutes ces associations soient remerciées. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu travailler et donner des éléments de réponse. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a traité ces éléments-là, parce que c'est assez précieux d'avoir cette image qui revient sur ce sujet, puisque le sujet est en mouvement. Moi, il y a quelques mots qui ressortent, je trouve vraiment... qu'il y ait de la place pour des conflits de valeurs ou des décalages de valeurs personnelles et associatives, oui, il faudra le regarder en face. Que l'association puisse jouer un rôle de garde-fou et de soutien qui a été largement évoqué, c'est bien vraisemblable, vraiment. La nécessité de connaître les textes, les lois, etc., d'avoir un message cohérent, ça se travaille. Des idées comme le fait qu'il va peut-être falloir organiser des réunions en sortant de l'entre-soi, de l'entre-nous, parce qu'il va falloir être plus ouvert, je pense que c'est fort intéressant. Et que ça nous amène à redire quels sont les contenus des valeurs que nous avons et que nous utilisons aussi. Tout ça sont des thèmes qui sont fortement en appel avec ce que nous allons avoir dans la matinée et dans l'après-midi à travers les ateliers. Mais je voudrais du coup tout de suite passer la parole à, si elle le veut bien, Claire Fourcade, pour qu'elle nous dise peut-être avec son regard de là où elle part, qui est ses réactions devant ce qui est finalement
peut-être un changement de cadre, en tout cas des préoccupations qui remontent comme ça, un regard là-dessus, et puis on aura après celui de Pierre Lecause. Merci beaucoup. Bonjour, merci à vous de votre invitation. Je suis vraiment contente d'être là. Je trouve que c'est important parce que, voilà, je voudrais vous exprimer que c'est plus que des préoccupations et à mon avis plus qu'un changement de cadre simplement. On est face à un changement majeur de nos pratiques à tous, hein, qu'on soit soignant ou qu'on soit bénévole. Et donc on a peut-être l'opportunité, avec le temps de discussion déjà qui s'est ouvert depuis 18 mois et puis qui va continuer de s'ouvrir, puisqu'on en a au minimum pour 1 an, peut-être même plus, peut-être plus près de 2, avant que ce projet de loi soit mis en place. C'est du temps qui nous est donné pour penser ensemble. Et je pense que c'est très important et qu'on a une vraie responsabilité collective à penser ce temps et à l'utiliser pour arriver à imaginer des nouvelles façons d'accompagner, des nouvelles façons d'être là, comment on va se positionner, comment on va construire, comment on va essayer aussi de travailler collectivement. Et donc je pense qu'on a cette vraie responsabilité d'utiliser le temps qui nous est donné pour arriver à apprivoiser l'idée du changement majeur qui arrive. Parce que voilà, ce que j'entends de ce qui remonte, ce que Dominique vient de ramener, me paraît assez similaire aux préoccupations qu'on entend collectivement à la SFAP. Ce changement, il est vertigineux. Face à un changement majeur, le premier réflexe, c'est la crainte et c'est le retrait. Et puis après, il y a un deuxième mouvement qui nous dit, bon, mais voilà, le changement arrive, comment on fait face et comment on pense ce changement. Alors, on a fait, vous le savez, peut-être certains d'entre vous ont participé une nouvelle phase de consultation nationale qui s'est terminée mi-mars de l'ensemble des acteurs de soins palliatifs professionnels et bénévoles sur précisément les réactions face à ce projet de loi. Donc, c'est la 3e fois qu'on sollicite les acteurs de soins palliatifs depuis 2021. L'objectif pour nous, là, dans cette nouvelle étape, était de voir si le débat qui a eu lieu depuis 18 mois avait fait évoluer les positions. Et puis, surtout, pour moi, le souci, il est que la SFAP porte la position collective. Et pour le faire, il faut savoir ce que pensent les gens. Enfin, la position qu'on porte dans le débat public, en tout cas, ce qu'on essaye, quand je dis on, c'est le conseil d'administration et le bureau, on essaye que ce ne soit pas une position descendante, mais une position construite sur ce qui remonte de ce que chacun porte, quelle que soit la position dans laquelle on est impliqué dans les soins palliatifs, et la position de la SFAP, elle doit être une position représentative de celle des acteurs de soins palliatifs. Donc en quelques jours, on a eu 2300 réponses, ce qui signifie bien à la fois à quel point tout le monde se sent concerné et à quel point il y a de la préoccupation, parce que pour vous faire quand on avait la première consultation qu'on a faite, dont la restitution avait été faite au congrès de Valenciennes, donc en 2021, on avait eu 1800 réponses. Donc là, vous voyez, on a augmenté de manière assez significative. Donc cette première consultation de 2021, elle a été publiée dans le British Medical Journal. C'était la première fois, même au plan international, qu'on interrogeait les acteurs de soins palliatifs. Ça n'a pas du tout été fait dans les autres pays. Et il nous semble que c'est très important, cette consultation. Et donc la nouvelle, celle qu'on vient de faire, va être aussi publiée dans une revue médicale, c'est-à-dire sous un angle scientifique. Ça nous paraît très important, à la fois pour la France et pour l'international, parce qu'on s'aperçoit que dans les pays qui ont légalisé parfois depuis très longtemps, il n'y a aucun travail qui est fait sur l'impact sur les gens qui sont impliqués, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. On ne sait rien, en fait, de qu'est-ce que ça produit sur ceux qui sont impliqués. Et donc, ça nous paraissait important d'avoir ces étapes-là, et puis on continuera à le faire. D'abord, ça nous permet de construire une position publique, et ensuite, ça nous permet de comprendre ce qui se passe et de voir comment les soignants le vivent, ou les acteurs en tout cas le vivent. Et donc ce qui est revenu dans cette consultation, et ça va faire écho à ce qui a été dit là, d'abord il y a énormément d'inquiétudes. On avait proposé des couples d'émotions inquiets, rassurés, préoccupés, sereins, en colère, satisfaits. Enfin voilà, on avait proposé des couples de mots en proposant de se positionner entre 0 et 10 d'un côté ou de l'autre. Et ce qui remonte évidemment, et sans beaucoup de surprise quand même, c'est une inquiétude majeure de l'ensemble des acteurs sur les changements à venir.
Le deuxième point qui me paraît très important, et je pense qu'on y reviendra cet après-midi, mais ça me paraît vraiment essentiel, il remonte beaucoup de craintes de division dans les équipes. 90% des répondants appréhendent des tensions et des divisions dans les équipes, à la fois les équipes soignantes, avec les bénévoles. Enfin, il y a vraiment un vrai sujet là d'anticipation pour nous, de comment on fait pour penser ensemble et pour travailler ensemble. C'est en tout cas pour moi, comme présidente de l'ASFAP, un vrai sujet d'inquiétude. Le premier Zoom qu'on a fait en 2021, avant le vote de la proposition de loi Falorni, avec les Espagnols, la Société espagnole de soins palliatifs, qui venaient, les Espagnols ont voté une loi euthanasie, suicide assisté en décembre 2020 pour une application en juin 2021. On a fait un Zoom avec eux au mois de mars 2021, donc si vous voulez, la loi avait été votée, mais elle n'était pas encore entrée en application, et la Société espagnole de soins palliatifs était atomisée. Explosé. Enfin, vraiment, on a fait un Zoom avec des gens qui étaient dans une détresse complète, impossible de se parler. Enfin, vraiment. Et bon, le projet de loi chez eux est passé très rapidement avec très peu de discussions avant. Nous, on a entre guillemets, la chance d'avoir ce temps de se parler et de discuter. Je pense absolument important d'utiliser ce temps pour construire du collectif et pour voir comment on va continuer ensemble malgré un cadre qui change et qui nous inquiète. Et puis, dans Claire, je te coupe, juste parce que sur ton propos, j'ai envie de dire que dans ce qui était montré là, sur des bénévoles, 11% disaient « je pense qu'il peut y avoir un conflit de valeurs » et 4% disaient « il y a un décalage valeurs personnelles, valeurs associatives ». Les chiffres sont moins grands, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Oui, et c'est important parce que c'est précisément, mais bon, enfin, on a convenu ensemble peut-être d'en reparler davantage cet après-midi, mais sur je pense qu'il y a un vrai sujet professionnel bénévole et que c'est un sujet très important. Enfin, moi, je pense que vous êtes des éléments essentiels de la prise en charge en soins palliatifs. Moi, j'ai travaillé 2 ans au Canada dans une unité de soins palliatifs de 24 lits dans laquelle il y avait 400 bénévoles. C'était pas seulement des bénévoles d'écoute, mais c'était pour vous dire que la société civile était extrêmement présente. Alors moi, j'ai travaillé comme bénévole dans cette USP. La société civile était extrêmement présente et je trouve que la présence de la société civile est essentielle et elle va l'être plus encore. Simplement, voilà, il faut qu'on travaille ces articulations-là. Dans le questionnaire qu'on a fait, il y a quand même 22% des médecins et 17% des infirmières qui annoncent leur intention de démissionner si la loi passe. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet d'inquiétude, même si tous ne le font pas. Et je vois bien qu'au niveau politique, il y a une vraie idée qu'ils ne le feront pas. Je dirais que c'est presque pas ça le sujet. D'abord, on ne peut pas se passer d'un seul d'entre eux dans l'état où est le système de santé actuellement. Et puis, ça dit quand même quelque chose sur la question du sens qui se pose à nous, la question du sens de nos métiers, la question du sens des choix qu'on fait, se confronter à la mort de façon répétée. Ce que vous faites et ce que nous faisons est un choix très particulier, se confronter au risque d'affronter la mort et comment on va continuer à affronter ce risque. Je vous confirme ce qui a été dit, j'ai entendu que ça faisait quelques mouvements, que le projet de loi, dans sa forme actuelle, vous met tout à fait en position d'être celui à qui on demande de réaliser une euthanasie, puisqu'il autorise le proche, si le patient en fait la demande, c'est un proche volontaire qui peut être sollicité. Donc ça, il n'y a aucun pays du monde qui a légalisé ça. Donc c'est quelque chose de tout à fait singulier. Alors je pense que ça va être l'objet quand même de discussions au Parlement. Je ne suis pas sûre que cette mesure survive à la discussion parlementaire, mais en tout cas, dans la forme actuelle du projet, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, l'ensemble de ces questions nous sollicitent de manière vraiment importante. Donc vous allez voir, vous allez en discuter dans vos associations. On essaye aussi au niveau de l'ASFAP de penser, et je pense qu'il va falloir qu'on s'articule vraiment, de penser aussi comment on peut s'accompagner les uns les autres et s'aider les uns les autres dans cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil de travail collectif, qu'est-ce qu'on peut proposer, donc ça on va en discuter beaucoup au congrès de Poitiers, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous attendez. On a prévu une séquence interactive avec les participants pour essayer de construire des modalités d'accompagnement et de réflexion jusqu'au vote de la loi, donc là peut-être 1 an, 18 mois, et puis une fois qu'elle sera votée, comment on s'accompagne, quel groupe, est-ce qu'on fait du présentiel, du distanciel, est-ce qu'on mixe les deux, est-ce qu'on change la formation, est-ce qu'on fait des webinaires, est-ce qu'on met en place des tiers qui pourraient venir
intervenir dans les équipes pour aider, comment on travaille sur la question de l'interdisciplinarité. Enfin, voilà, il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. Alors nous avons l'habitude, je vais m'arrêter, comme en soins palliatifs, d'être créatifs et imaginatifs pour continuer à accompagner quand c'est difficile. Je pense que là, le défi auquel nous on est confrontés, c'est d'être créatif et imaginatif dans la façon dont on va continuer d'accompagner, parce qu'on va continuer d'accompagner, ça c'est une certitude, à la fois comme professionnel et comme bénévole, mais comment on va le faire et dans quelles conditions, c'est le défi qui nous est lancé à tous, comment on va construire ça. Et donc je pense que votre journée d'aujourd'hui, c'est une première étape pour construire cette pensée-là. Voilà, je vous remercie. Merci. Je voudrais pour commencer, remercier Dominique et puis aussi Alain Derniot qui m'a convié à participer à vos travaux. Alain qui intervient lui-même en tant que médecin de soins palliatifs dans le master d'éthique que je dirige à Marseille. Alors, concernant cette enquête, moi je voudrais déjà faire un point de remarque sur les questions, parce que les questions, elles ont porté plus spécifiquement sur le suicide assisté, et je trouve que c'est un point qui évite les confusions, parce qu'effectivement, bien que le législateur, pour le moment, n'ait pas encore décidé d'appeler un chat, c'est-à-dire de savoir de quoi parle-t-on exactement avec l'aide à mourir, si on parle vraiment de suicide assisté, il vaudrait mieux le dire, mais tant qu'on en reste à une aide à mourir, ça nous donne le sentiment un peu d'une mort à la carte. C'est-à-dire, vous pouvez mourir dans d'atroces souffrances, mais vous pourrez aussi mourir avec les soins palliatifs, mais vous pouvez aussi mourir par l'assistance au suicide, ou bien, si vous voulez, vous mourrez par euthanasie. Donc, ce serait une sorte de choix de mort à la carte et une sorte de point d'aboutissement d'une logique libérale qui remonte à plusieurs décennies, même plusieurs siècles, parce que je crois que la vraie rupture anthropologique, elle se situe au XVIIIe siècle, à partir du moment où on est passé d'une société fondée sur les devoirs envers Dieu à une société fondée sur les droits de l'homme, avec nous, révolutionnaires français, un énoncé incroyable, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, un petit énoncé normatif, mais qui renferme des conséquences tout à fait considérables que les décennies et les siècles suivants n'ont fait que expliciter, concrétiser. Je crois qu'aujourd'hui, ce dont nous parlons était déjà en réalité en germe dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est vraiment pour moi la rupture anthropologique majeure. Alors, je reviens sur le suicide assisté. Je ne suis pas étonné de voir que les sondés, les bénévoles, n'expriment pas cette peur panique, cette inquiétude que l'on aurait pu imaginer, en tout cas pas dans des proportions telles qu'on aurait pensé que c'était vraiment la panique, la détresse, le désarroi. Les bénévoles ont bien compris qu'ils vont avoir affaire à des gens qui, effectivement, ont l'intention de mourir, mais ça, je veux dire, c'est déjà leur quotidien. Ça ne va pas changer grand-chose. Ils auront toujours des gens, quelle que soit la loi, qui voudront mourir et qui l'expriment toujours depuis qu'ils sont bénévoles. Ils ont affaire à cette demande. Donc leur qualité d'écoute ne va pas changer. Mais comme l'a dit Jacques Ricot hier, on accompagne avec la personne. C'est une liberté qui s'exprime de la part du patient. Mais le proche, le bénévole, garde aussi sa liberté. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut être assez serein et de se rappeler qu'il y a quand même cette clause de conscience et on ne vous imposera pas de pousser la seringue. Parce que pousser la seringue, déjà, ce n'est plus du suicide assisté, c'est de l'euthanasie. Et ça, je profite qu'il y ait le député qui est ici parmi nous. Je crois que le législateur doit accentuer une différence qui s'exprime à travers le texte, mais qui mériterait probablement d'être mieux soulignée, qui est qu'on parle de suicide assisté
et pas d'euthanasie. Je rejoins aussi ce que disait Jacques Ricot hier, à savoir que la vraie rupture, ce n'est pas la loi elle-même, puisque le suicide n'est pas interdit. Et je retrouve les révolutionnaires du XVIIIe siècle. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et dans la foulée, ça nous a donné la dépénalisation du suicide, puisque à tort, nous parlons de dépénalisation du suicide, mais ça ne veut rien dire, puisque le suicide n'est pas interdit. Donc, quand on va accompagner quelqu'un au suicide, on ne change pas grand-chose, sinon qu'on évite un suicide ordinaire, c'est-à-dire un suicide qui se passe très très mal. On essaie d'accompagner la personne dans son geste, et c'est pour ça que le législateur ne commet pas une transgression forte lorsqu'il permet à un tiers d'accompagner le suicide, étant donné que le suicide n'est pas interdit et qu'on va simplement être assez logique en disant « vous ne pouvez pas être poursuivi par la justice à partir du moment où vous accompagnez une personne qui va faire ce qui est autorisé par la loi ». En revanche, et je rejoins Jacques Ricot, la vraie rupture, elle est quand on passe du suicide assisté à l'euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est une transgression forte, mais ce n'est pas le sujet qui a été abordé dans le questionnaire, parce que là, pour moi, les bénévoles ne sont pas du tout concernés par cette question de l'euthanasie dans l'état actuel des choses. Mais Madame la députée, vous avez dit par le suicide assisté ou l'euthanasie. Je crois qu'il faut vraiment se méfier de cette expression qui donne le sentiment d'une alternative. Il va falloir vraiment qu'on sache ce qu'on doit interpréter avec la loi. Ou bien c'est du suicide assisté et par dérogation, quand la personne ne peut pas porter à ses lèvres le verre, ce serait de l'euthanasie. Mais ça, ce sont vraiment des cas extrêmement rares, et je crois qu'avec les nouvelles technologies, on ne devrait quand même pas avoir beaucoup de difficultés à proposer à la personne de se donner à elle-même la mort. Si elle se donne à elle-même la mort, le serment d'Hippocrate n'est pas transgressé, puisque ce n'est pas le médecin qui délibérément donne la mort au patient. En revanche, évidemment, l'euthanasie est une transgression forte de la déontologie médicale. C'est un acte coûteux pour le législateur, puisqu'il est obligé de revenir sur le fait que dans la société, aucun homme ne peut donner la mort à un autre homme, quelles que soient les circonstances. Nous avons en 1980 aboli la peine de mort. Et donc ça, vraiment, l'euthanasie, pour le coup, est une vraie rupture, et je dirais même une régression culturelle, une régression civilisationnelle. J'espère que le législateur en restera au suicide assisté. Alors, 2-3 petits points de remarque, et puis je vous redonne la parole. Concernant le conflit entre valeurs professionnelles et valeurs personnelles, ou valeurs associatives et valeurs du patient. Moi, je ne suis pas... comment dire, je ne pense pas qu'il faille aborder la question dans ces termes-là. Parce que les valeurs, nous les partageons tous. Et au contraire, quand il va falloir discuter et ne pas se disputer, il va falloir qu'on s'entende sur un corpus de valeurs. Nous avons tous un attachement à la fraternité, à la dignité, à la liberté. Personne ne vous dira la liberté, ce n'est pas une valeur, la fraternité, ce n'est pas une valeur, ou la dignité, non, ça n'a pas de valeur. C'est très très rare de rencontrer, moi j'en ai jamais vu, depuis 20 ans que je fais des débats sur la fin de vie, je n'ai jamais vu quelqu'un soutenir que les valeurs traditionnelles, millénaires, ne sont plus des valeurs. Ce qui nous distingue les uns des autres, ce n'est pas que nous n'avons pas les mêmes valeurs, c'est que nous ne les hiérarchisons pas de la même manière en fonction des situations. Voilà. À savoir que face à quelqu'un qui veut mourir, c'est vrai que certains verront plutôt un appel à la solidarité, à la fraternité humaine, le soutien psychologique, on va appeler la famille, on va mettre en place des antalgiques, ils feront tout
pour incarner la bienfaisance, comme on dit en éthique médicale. Et puis d'autres qui, eux, dans ces circonstances-là, diront quand même, c'est sa liberté, il affirme qu'il a perdu sa dignité, nous lui devons le respect et nous allons l'aider à mourir. Voilà, ce n'est pas une différence de valeur, mais c'est que dans certaines circonstances, nous ne sommes pas d'accord sur la hiérarchisation des valeurs que nous impose une situation de dilemme. Alors ça, donc, ça sera important aussi pour les formations, à savoir comment on va faire pour ne pas se disputer. Eh bien, il faut, je crois, développer ici une éthique de la discussion. Il faudra que le coordonnateur de la formation, il rappelle des règles. Il rappelle que nous sommes tous attachés aux mêmes valeurs, qu'il n'y a pas des bons et des méchants, que nous avons tous les mêmes valeurs, mais que dans certaines circonstances, peut-être, nous ne sommes pas d'accord sur la manière de les hiérarchiser. Et moi, j'explique aux étudiants de médecine qu'ils ne se laissent pas piéger par des questions. Est-ce que vous avez pratiqué des euthanasies ou pas? Est-ce que vous aiderez au suicide ou pas? Le médecin doit répondre, écoutez, moi je suis un clinicien. Je n'ai pas de raisonnement, de pétition de principe, de position militant. Je ne peux pas vous dire ce qui se passera. J'ai besoin de voir monsieur X ou madame Y. Je suis un clinicien. Ce sera au cas par cas. À quoi ça sert de vous dire que je suis pour le suicide assisté si dans ma vie je ne rencontre personne pour me demander un suicide assisté? Ou à quoi ça sert de vous dire je suis contre le suicide assisté alors que peut-être dans ma carrière je vais rencontrer un cas ou deux où je vais accepter d'aider quelqu'un à se suicider. Donc pas de position de principe. Le contexte, le cas par cas, quelle est la situation? Pour une même maladie, on ne prendra pas la même décision. Il y a des gens qui ont une grave maladie neurodégénérative qui veulent absolument mourir et d'autres, on sait, qui veulent absolument vivre. Donc nous partageons tous des mêmes valeurs, mais c'est vrai que le coordonnateur, le formateur devra dire il va y avoir des désaccords. Et donc, soyons démocrates. Comme le disait hier Régis Aubry, dans une démocratie, il y a des lois qui nous plaisent, il y a des lois qui ne nous plaisent pas. Moi, la PMA pour toutes, j'appelle ça la PMA sans père, ça ne me plaît pas. Mais je préfère appartenir à une démocratie où la PMA pour toutes est autorisée que dans un régime autoritaire où la PMA ne serait pas autorisée. Il faut aussi qu'on se positionne sur un plan politique, est-ce qu'on est démocrate ou pas, et on accepte les règles du jeu de la démocratie, à savoir que le législateur, il produit des normes dans lesquelles nous allons parfois nous reconnaître et parfois qui nous paraissent contraires à nos valeurs. Alors, quelles seraient les règles? Et puis je vous redonne la parole. D'abord, répartir la discussion, répartir la parole entre tous. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer autour de la table. Ça, il faudra y veiller. Pas de relation de pouvoir, pas de regard noir, pas de rupture de confidentialité, c'est-à-dire que ça reste entre nous, chacun la liberté d'avoir sa position. Il n'y a pas des gens qui seraient plus éthiques que d'autres. Les plus jeunes ont le même droit à la parole que les plus anciens. Il y a toutes sortes de règles qui devront être objectivées. Je pense aussi à la manière de formuler les objections. Quand on critique quelqu'un, il ne faut pas lui dire « écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites », parce que là, on crée une sorte de face-à-face, de relation frontale. Donc, il faut dire, j'ai bien entendu ce que tu veux dire, je ne serai pas tout à fait d'accord avec toi. Donc, l'écoute, elle est aussi l'écoute entre bénévoles. Ça va être ça le départ. Avant d'écouter le malade, apprenons à nous écouter les uns les autres. Et puis, j'en ai terminé là, une règle qui me paraît essentielle dans l'éthique de discussion, être prêt à changer de point de vue.
C'est-à-dire que si d'autres que nous, autour de la table, ont fait valoir des éléments du dossier que nous n'avions pas au début de la discussion, s'ils ont vraiment trouvé des arguments convaincants, on est prêt à réviser notre position initiale. Voilà, j'en ai assez dit pour le moment, donc merci pour vous. Et merci parce qu'on pouvait écouter ces propos en disant jusqu'à quel point ça ne serait pas un assez bon programme pour une association Jalmalve qui est dans cette période embarquée dans l'aventure collective qui est celle qui est là et dans laquelle on voit bien qu'il va falloir être dans le mouvement. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en congrès dès maintenant sur ces sujets, alors que les lois ne sont pas sorties, mais néanmoins, le mouvement, il est déjà parti. Et de ce point de vue-là, tout ce que vous avez dit l'un et l'autre, sur quelque part, une sorte à la fois beaucoup l'éthique de la discussion et de la nécessité de la reprendre, d'une part, la réflexion sur les valeurs pour s'entendre et la hiérarchie sur laquelle on est à peu près d'accord, parce que sinon toutes peuvent servir à moucher n'importe qui au nom d'une valeur, ça ne suffit pas. Et ce qui a été dit aussi sur le fait, et c'était clair qu'il a dit, à travers le fait que, par exemple, pour une communauté de soignants, il y a un risque de se diviser malgré soi beaucoup plus grand et qu'il faut y être attentif. Je crois que ce risque il peut exister aussi dans nos associations, même si les chiffres que vous avez dit ne sont pas massifs, il y a une sorte de tranquillité de nous tous devant la chose. J'aurais envie de relancer peut-être sur une chose, pas beaucoup plus, parce que nous avons ici un compte à rebours que vous ne voyez pas. Nous n'avons plus que 14 minutes à vous infliger de nous écouter, donc on ne va pas être très long. C'est peut-être de revenir sur ce qui a été dit à deux voix, qui est la nécessité quelque part de se encore former, de continuer à travailler, de continuer à investir, peut-être sur le contenu, effectivement, d'une loi telle qu'elle aboutira, mais sur cet ensemble, c'est-à-dire la nécessité de continuer à être une communauté de bénévoles dans une association qui se forme chemin faisant et qui continue comme ça et qui ne peut pas rester statique sur les points de vue qu'elle a. Voilà. Est-ce que ça vous paraît difficile? Est-ce que vous auriez une suggestion à donner, vu du côté des médecins, par exemple, vu du côté du philosophe, puisque c'est un des points forts du Jalmalve en tant que mouvement, c'est d'accorder beaucoup d'importance alors, à ce qui est fondamentalement l'éthique de la discussion, la nécessité de réfléchir ensemble plutôt que d'assurer des évidences. Et la deuxième, c'est de continuer à se former, les bénévoles au fur et à mesure de leur accompagnement, avec la formation continue, les groupes de parole, mais les bénévoles de cité aussi par rapport à leurs capacités. Et je reprends là un mot de l'enquête faite, et je vous remercie beaucoup de l'avoir fait dans ces termes-là, d'être capable d'avoir un message qui est quand même cohérent et qui est assez homogène, non pas pour le réciter, mais pour que ce ne soit pas trop différent. Se former pour ça, est-ce que vous avez un avis, une suggestion, telle que soit dans l'univers des soignants de l'ASFAP, vous avez vu le faire, soit est-ce qu'en tant que philosophe, vous avez pu... voilà. Et puis, ça sera peut-être le dernier point. Et après, je vous proposerai de comprendre comment notre grande journée qui est devant nous est construite pour faire un certain nombre des points du parcours qui ont été ouverts par cette intervention. Alors, la nécessité me paraît évidente. Je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner parce qu'on est dans cette même période de construction, de comment on pense ensemble et comment on construit, comment on se forme et comment on s'accompagne. J'ai juste un point, ça m'a fait remonter ce que disait Pierre. On a fait un webinaire aussi avec les Suisses. Et j'avais été très frappée parce que c'était avec l'équipe du CHU de Lausanne qui a été la première équipe qui a été confrontée à la question de la mise en place du suicide assisté dans la forme suisse. Et la médecin qui intervenait, elle avait dit que dans leur équipe, il avait fallu 3 ans pour que des gens qui étaient favorables puissent le dire. C'est-à-dire, ça a été évoqué par Pierre, comment on fait pour que la parole puisse s'exprimer, pour que chacun puisse parler, que chacun puisse se sentir libre et pour que la parole, même minoritaire, puisse s'exprimer. Sur la hiérarchie des valeurs, je suis complètement d'accord, que ce n'est pas une question de valeur, mais de hiérarchie des valeurs. Je vous partage une petite expérience que j'ai faite. J'avais trouvé dans Le Monde, j'avais lu, rien à voir avec la question de la fin de vie, Le Monde avait interrogé les Français sur comment hiérarchiser liberté, égalité, fraternité. Et donc, 53% des Français mettent en premier la liberté, 35% mettent en deuxième l'égalité et 12% la fraternité. Et ce sondage m'avait surprise.
Et dans un webinaire de la SFAP où il y avait 450 auditeurs, acteurs de soins palliatifs probablement professionnels et bénévoles, j'ai posé la même question sans leur dire, c'était vraiment une curiosité personnelle. Et ça m'a donné 24% qui mettaient en premier la liberté, 12% qui mettaient l'égalité et 64% qui mettaient en premier la fraternité. Et alors, ça n'a aucune valeur scientifique, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était de se dire, est-ce que c'est parce qu'on est particulièrement sensible à cette question de la fraternité qu'on choisit d'être accompagnant, d'être soignant, ou est-ce que c'est aussi la confrontation à la maladie grave, aux limites que ça met à la liberté, qui nous fait relativiser cette valeur-là pour donner plus d'importance à la valeur de la fraternité. Mais en tout cas, je trouve que c'était intéressant. Ça montre bien comment cette hiérarchie, elle peut bouger. Je pense qu'on est vraiment dans un débat dans 50 nuances de gris. C'est ce à quoi nous confronte notre quotidien avec les patients. On n'est jamais dans du noir et blanc, jamais à aucun moment, qu'on soit accompagnant ou qu'on soit soignant, on va répondre ne dites pas ça, ou ça c'est mal de dire ça, ou c'est pas bien. On est confronté aux 50 nuances de gris et à la complexité de la vie jusqu'à la fin, et pas de la fin de vie, c'est pas une catégorie, hein, mais la vie jusqu'à la fin reste complexe et reste difficile, et on accompagne cette complexité. Voilà, penser la complexité et construire en situation d'incertitude et de complexité des modes de travail ensemble, c'est encore un défi. Donc voilà, je peux que constater ce défi plutôt que de vous proposer des solutions. Merci. Et du coup, je coupe la parole à Pierre Lecause qui allait dire quelque chose pour dire que dans les travaux de cet après-midi, vous verrez que dans les consignes de travail des ateliers qui vous seront proposés, à travers les questions sur lesquelles on vous invite à réfléchir, la feuille comportera au dos le rappel des 3 valeurs de la Fédération Jalmalm, et dans laquelle celle qui répond à la fraternité le plus directement, c'est celle que nous nommons solidarité. Mais vous aurez l'avantage de pouvoir voir qu'on a fait une sorte d'effort pour dire concrètement qu'est-ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui, ces valeurs. Et de ce point de vue-là, nous avons ce document de travail qui vous servira. Il est destiné à amorcer ce travail de réflexion qui peut prendre du temps pour, on va dire, s'accorder sur le sens qu'on donne aux valeurs et se mettre d'accord, peut-être les hiérarchiser pour dire celles qui sont importantes. Ce n'est pas un scoop si je vous dis que solidarité est tout à fait important pour nous, dignité à sa place, et comme c'était affiché dans le retour de votre écoute des associations, respect de la vie qui était avec une mention, il va falloir y réfléchir de plus près. Voilà. Donc quelque part, merci beaucoup d'insister sur ces points-là, car on les retrouve, et c'était dans le projet des organisateurs de ce congrès d'avoir un peu premier temps de réflexion sur ces valeurs communes. Pierre, je vous avais coupé la parole et... Je voulais simplement faire écho à ce que vous disiez, Pierre, sur la nécessité, effectivement, d'accueillir l'autre dans sa parole, si elle peut être différente de la nôtre. Et je crois que ça, c'est le fondement du bénévole, c'est le cœur de l'écoute. Et je fais référence à Christophe Pacifique, qui est philosophe, qui a été un cadre supérieur de santé, qu'on a entendu à l'occasion de congrès qui avaient été organisés dans le département sur les relations, sur le soin palliatif au Canada et en France, et les amitiés franco-québécoises du soin palliatif. Et il nous rappelait qu'il, lui, préférait du dissensus qu'un consensus mou. Hein? Si on est tous d'accord, ben bon. Mais le dissensus éclairé, celui qui permet à l'autre de s'exprimer complètement dans le respect, dans l'écoute profonde, alors oui, là, ça produit du fruit. Et comme dit Claire, on est tellement dans un domaine où tout est extrêmement complexe qu'on ne peut qu'être dans cette attitude. Sinon, alors on va perdre, je pense, énormément en humanité. Et c'est là que je rejoindrai Pierre, c'est peut-être là, effectivement, la rupture anthropologique dont on parle, à savoir si on n'est pas capable de s'écouter, même si l'autre est complètement différent, si les hiérarchies des fondements sociétaux sont différents, ben, c'est plus la peine. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Oui, alors, je voudrais faire... Un dernier mot de quelques minutes. Oui, merci beaucoup. 2 minutes. Une remarque d'ordre de sociologique et de psychologie. D'abord, sur le plan sociologique, le pays où la liberté est vraiment un porte-drapeau, un emblème, ce sont les États-Unis. Bien, tout le monde sait ça. Or, je suis frappé du fait que dans ce pays de la liberté,
il y a une dizaine d'États qui ont légalisé le suicide assisté, mais aucun pays n'a légalisé l'euthanasie. À ma connaissance, je redemanderai à Jacques Ricot, il a l'air d'approuver ce que je suis en train de dire. Je trouve ça très intéressant, très curieux, très intriguant. Et je crois que dans la société américaine, la liberté, c'est l'autosuffisance. C'est le fait de ne rien demander à la société. Ne pas être dans une logique d'assistanat. On sait que les gens sont prêts à travailler, à avoir 2 métiers, plutôt que de dépendre d'une aide sociale, et parfois même sanitaire. Et donc, ce phénomène sociologique nous interroge sur le fait qu'au fond, peut-être que le suicide est une forme plus aboutie d'expression de la liberté individuelle que l'euthanasie, qui est quand même encore une demande à autrui, une sorte d'assistanat qui est dépassée. Je crois que le suicide assisté a dépassé l'euthanasie. L'euthanasie n'est pas l'avenir de la mort parce que nous sommes dans cette culture individualiste et libérale. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va affirmer la liberté que pour autant, on serait d'accord avec l'euthanasie qui est plutôt, dans certains États en tout cas, une forme inachevée de liberté qui demande à autrui de faire ce qu'il pourrait faire lui-même. Parce qu'un soignant à qui on dit « vous pourriez m'aider à mourir, je souffre », le soignant pourrait lui dire « monsieur, madame, vous pouvez le faire vous-même, pourquoi me convoquez-vous, moi, à faire ce qui va me perturber, me traumatiser? Vous me demandez de survivre à un geste qui est rien moins que innocent, indifférent, vous survivre au fait de vous avoir euthanasié. Donc je n'ai pas le droit de demander à autrui cette charge morale de faire un acte que je pourrais faire moi-même. Et puis la deuxième remarque d'ordre psychologique, c'est qu'il y a plus de liberté dans le suicide assisté qu'il n'y en a dans l'euthanasie. Pourquoi? Parce que dans l'euthanasie, je prends rendez-vous avec un médecin, avec une équipe. Voilà, le 23 juin à 14h30, il y a un créneau qui est disponible. Voilà, on va pouvoir vous euthanasier à ce moment-là, après avoir passé un certain nombre de formulaires et de conditions en revue. Bon, c'est vrai que la veille, je peux toujours dire non, mais finalement, non, c'est peut-être pas pour demain. Mais voilà, Claire connaît ses études, bien sûr, elle connaît bien la psychologie, notamment la psychologie sociale, qui a démontré que quand vous prenez une initiative, vous engagez quelqu'un, un tiers, vous avez moins de liberté pour réviser la décision que vous avez prise. Donc ça prouve bien que l'euthanasie réduit la liberté, bien loin d'en être la forme la plus achevée, comme on le croit dans les médias. Et dans le suicide assisté, en revanche, eh bien, jusqu'au dernier moment, dans la mesure où c'est moi l'agent de ma propre mort, que je ne convoque pas un tiers, je peux toujours me dire bon, c'est encore pas pour aujourd'hui, je remets le produit dans la commode. Et c'est là que moi je crois que le bénévole, il pourra, pour finir sur les valeurs, mettre en œuvre ces valeurs en disant j'ai entendu votre demande, cette demande elle m'affecte, vous allez vers le suicide, vous savez que moi c'est pas ma philosophie, mais je suis quelqu'un qui écoute et donc j'entends votre demande et je veux vous accompagner. Mais précisément par cette écoute, vous avez toujours l'espoir que la personne, peut-être, révisera sa demande de suicide. Et je pense qu'il y aura beaucoup de situations de cette nature, parce que je crois beaucoup à ce que disait Pascal. Vous savez qu'en philosophie, on termine toujours par une citation. Mais merci tous les hommes rapide, c'est terrible. En plus. Tous les hommes désirent être heureux, même ceux qui vont se pendre.